Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 128e édition du Pôle Info Santé. Et c'est impressionnant, ça fait plus de 25 ans en fait que ce rendez-vous existe, ce rendez-vous qui est co-organisé. Hop là, pardon. Si j'ai enlevé mon masque, j'ai enlevé mon masque. J'ai le droit d'enlever mon masque? Juste pour pas. On est à 1 mètre, hein. Je vais rester à 1 mètre de toute façon. 25 ans, donc ça fait plus de 25 ans que ce rendez-vous existe. Ce rendez-vous, il est co-organisé à chaque fois par l'Espace Mendès France et par le CHU. Et l'idée, c'est de créer du lien, un lien plus direct avec des médecins du CHU sur des questions d'actualité, des questions qui concernent plein de gens, de faire de la prévention aussi. Moi, je m'appelle Romain Mudrac, je suis journaliste pour le 7 et je vais être le médiateur un peu ce soir. Je poserai des questions moi-même, mais je prendrai les vôtres aussi. Vous avez des petits papiers sur les sièges pour poser, pour les écrire. Moi, je les prends. Soit je les pose en votre nom, soit vous prenez le micro et puis vous les posez vous-même, tout simplement. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous le savez, donc il est susceptible d'intéresser tout le monde et à n'importe quel âge, puisque nous allons parler des douleurs intimes de la femme et de l'homme. On les appelle aussi les douleurs génito-pelviennes. Alors, ça va pas être simple d'en parler, c'est un sujet tabou pour certains, pour d'autres. J'en suis conscient. Et pour tenter de les aborder le plus librement possible, je vous présente nos 3 experts de ce soir. Alors d'abord, nous avons Xavier Fritel, vous-même, qui est donc du service de gynécologie obstétrique du CHU de Poitiers. Thomas Charles, il est en visio à distance. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui. Génial. Bonjour. Vous êtes du service d'urologie du CHU de Poitiers. Et Élodie Charrier, vous êtes donc exactement responsable du Centre régional de traitement de la douleur. On va enchaîner les interventions. Enfin, on va faire quelque chose qu'on a essayé la dernière fois déjà. On va faire un petit QCM avant chaque intervention. Vous avez devant vous aussi un petit document, un carton vert et un carton rouge. Carton vert, c'est pour dire vrai. Ce sera un vrai faux, en fait. Hein. Donc, c'est histoire de vous plonger immédiatement dans le sujet avec quelques affirmations. Et on vous demandera si c'est vrai, si c'est faux. Et puis, à la fin, on le refera. Et vous verrez si vous avez changé d'avis, si vous avez appris quelque chose, en fait. Et ça, ce serait pas mal. C'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place depuis... c'est la deuxième fois. Alors, comme... je vous l'ai dit, vous pourrez poser vos questions et puis exprimer vos craintes, si elles existent. Je vous propose de commencer tout de suite par monsieur Xavier Fritel. Donc vous êtes du service de gynécologie obstétrique du CHU de Poitiers, comme je l'ai dit, et avec vous, nous allons parler des douleurs des femmes. Définition, les plus fréquents, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que je peux avoir mon diaporama? Alors, moi, oui, je suis sûr que vous allez faire ça très bien. Je vais vous parler de douleurs gynécologiques, mais tout ça, ça désigne le même en droit, c'est le bassin et le périnée. Alors... Tiens, et si je m'occupais des questions? Ah oui, allez-y. On fait le quiz et puis après, vous enchaînez. On fait comme ça, hein, ça. Ouais, c'est que la deuxième fois qu'on essaie de le faire. Alors du coup, il y a 2-3... les questions, c'est... Alors, je vous laisse prendre en main le petit carton vert et le petit carton rouge pour dire vrai ou faux. Alors, une femme peut avoir des douleurs pendant un rapport sexuel. Ça, majorité de vert. L'endométriose est la cause la plus courante des douleurs pelviennes. Alors ça, voilà, c'est une question qu'il va falloir aborder. Il y a un petit peu de vert, c'est moite-moite là. Hein. C'est vert et rouge. Les douleurs de règles, c'est normal. Ça arrive à toutes les femmes. Il y a un piège dans la question. Là, il y a une majorité de rouge quand même. La pilule contraceptive permet d'enlever les douleurs prémenstruelles. Là, il y a
C'est partagé hein, à chaque fois. Je pense que là, ça va être utile quand même comme conférence parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes. Et dernière question, il faut consulter à la moindre douleur pelvienne. Ouais, il y a plus de verre. Là, il y a plus de verre. Bon, on reviendra sur ce qu'ils aiment, sur tout ça. Je vous laisse la parole. C'est pas gagné parce que je suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes ces questions. Bon. Alors, la douleur chez la femme, c'est très fréquent, c'est sous-estimé pendant longtemps. On pourra dire pourquoi, il y a des hypothèses. Il y a 3 grands types de douleurs dont on parle. C'est la douleur associée aux règles, c'est les douleurs de règles, c'est les douleurs au rapport et c'est les douleurs non cycliques. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la vulvodynie quand c'est sur la vulve, il y a plein d'ordres. Alors, quand on fait une enquête en population française, ça c'est le travail de François Marguerite pour sa thèse qui a été fait sur la cohorte Constance, et c'est des femmes françaises. Vous avez la douleur de règles intense qui concerne 14% des femmes. Intense, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ce qui est considéré en douleur comme quelque chose d'intense. Hein. La douleur modérée, c'est 4, 5, 6, et la douleur faible, c'est 1, 2, 3. Vous avez les femmes qui déclaraient une douleur au moment des rapports, souvent ou toujours, elles sont près de 8%, et celles qui déclaraient des douleurs qui n'étaient pas liées aux règles et qui étaient 17%. Si on rajoutait les douleurs de règles, là, quand vous prenez déjà cet ensemble de femmes, vous avez 30% de femmes qui ont des douleurs, plus de 30% des femmes qui ont des douleurs, tout âge confondu. Et si on rajoutait la douleur de règles modérée, 4, 5, 6, elle serait 70% de femmes qui déclarent des douleurs, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus que 30% qui sont à la douleur légère. Tac. Vous avez abandonné votre poste, hein. Non, mais je me débrouille. Ça s'est vu, ça s'est vu, ça s'est vu. Alors ça, c'est en fonction de l'âge. Les 18, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49. Et alors déjà, vous avez celles qui n'ont pas de douleur. Donc pendant leurs règles, celles qui sont à 0, vous voyez, c'est une grande minorité, on va dire. Hein. Il y a l'ensemble, à peu près la moitié de la population qui n'a qu'une douleur modérée pendant ses règles. Et après, on passe à 30 à 25% selon l'âge qui ont des douleurs, qui ont des douleurs entre 4 et 6, et celles qui ont les douleurs intenses, qui sont entre 20 et 10%, ça diminue avec l'âge. La petite flèche sur le côté. Les causes sont extrêmement variées. On peut dire que l'endométriose est une grande cause. Est-ce que c'est la majorité? Je serais incapable de dire. C'est 30-40% des femmes qu'on peut estimer chez qui on va trouver, à partir de ces douleurs, une endométriose. Est-ce que ça explique tout? Probablement pas. Je commence à introduire le topo d'Élodie. C'est que le fait d'avoir mal pendant longtemps, quelle que soit la cause, ça modifie votre sensation de gestion et de perception de la douleur. Et même si vous enlevez la cause, il peut persister une histoire douloureuse, une trace de la douleur. Ce qu'on subit a des conséquences même quand la cause a disparu. L'adénomiose, qui est une sorte d'endométriose de l'utérus. Alors, je donnerai la définition de l'endométriose à un moment donné. Les fibromes, ça peut donner de la douleur. On peut parler de varices, de tout le problème des varices pelviennes. Ça participe probablement un peu à certaines causes des douleurs. Et il y a toute une variété qui va jusqu'au cancer. Hein. Une des démarches médicales, c'est aussi d'éliminer les causes graves quand il y a une douleur. Et même dans du chronique, on peut trouver du cancer méconnu. C'est un des pièges qu'on cherche à investiguer. Et il y a le grand, vous voyez, j'ai laissé tout ça vide, parce qu'il y a les 100 causes connues, ou j'espère peut-être les causes à découvrir. C'est-à-dire qu'une grande partie des douleurs qu'on traite chez la femme sont inconnues. Et c'est peut-être ça, la principale catégorie des causes de la femme, c'est celle qu'on ne connaît pas. Vous êtes d'accord, Élodie? Bon, oui, je ne peux que... Vous laissera développer ça tout à l'heure. Alors, l'endométriose, c'est quand
Quand elle a ses règles, la femme, elle perd des cellules qui sont l'intérieur de la matrice. Donc, c'est ce qui explique le mètre. Et c'est en dos, c'est intérieur. Et elle perd ses cellules de l'intérieur de la matrice. C'est ça qui explique ces règles. Et ces cellules, elles peuvent se greffer ailleurs dans le corps, et en particulier dans l'abdomen, et donner des douleurs qui ont une caractéristique d'être pas exactement localisées dans l'utérus, mais d'être localisées sur d'autres organes. Il peut y avoir la douleur sur la vessie, sur le rectum, dans l'épaule. C'est différentes localisations, plutôt dans l'abdomen et plutôt dans le pelvis. Et le principal traitement, c'est la contraception hormonale, surtout quand elle arrête les règles, quel que soit le mode de contraception hormonale. Et l'autre traitement, c'est la chirurgie. Vous vous rendez bien compte que quand il y a la contraception hormonale, on ne peut pas être enceinte. Donc c'est un traitement qui peut être efficace, mais qui a des inconvénients, qui peut avoir des inconvénients. Et à côté de l'endométriose, il y a la douleur. C'est-à-dire que ce que j'essaye d'introduire, c'est que dans la démarche de la douleur chez une femme, on va chercher quelle est la cause. On va chercher à traiter la cause, mais il y a à côté de la cause, il y a aussi à traiter la douleur. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à une démarche de traiter une cause, de prendre en charge que la cause. Il y a les conséquences et la douleur peut exister indépendamment de la cause. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Ce que j'explique à mes patientes, c'est qu'on peut avoir une endométriose sans avoir mal, on peut avoir mal sans endométriose, et on peut avoir mal et une endométriose et qu'il n'y ait pas de lien entre la douleur et l'endométriose. Bon, vous voyez, c'est facile. Donc, la démarche, c'est des antalgiques, bien sûr, et c'est les soins de support, tout ce qui donne du confort. Et Élodie va expliquer cette prise en charge qui est globale, c'est-à-dire c'est une femme, ses douleurs, son histoire et ses attentes aussi. Les thérapies physiques, c'est une des choses importantes à apprendre, c'est que pas que la chirurgie, c'est pas que du médicament, il y a des alternatives, il y a des choses qui n'ont jamais été essayées. La relaxation, l'hypnose, le bien de soi. Élodie, ça sera à vous bientôt. On passe la parole à Thomas Charles. On passe la parole à Thomas Charles. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté que je puisse intervenir du Canada où je suis actuellement pour pouvoir discuter de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est souvent sous-estimé, que ce soit chez les femmes, comme on l'a vu avec Xavier, mais aussi avec les hommes qui pourtant peuvent aussi avoir ces douleurs pelviennes et pour lesquelles on va discuter un petit peu des différents moyens de traitement. Donc, on va commencer par la série de questions comme on l'a vu. Est-ce que les prostatites, donc les inflammations de la prostate, sont la cause la plus fréquente des douleurs pelviennes chez l'homme? Alors, vert ou rouge? Il y a des sans opinion. C'est plutôt rouge. C'est plutôt rouge. Plutôt rouge. Plutôt, oui, plutôt faux. Donc. Oui, effectivement, c'est pas forcément la cause la plus fréquente des douleurs pelviennes. On va le voir. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir des douleurs en arrière du pubis, c'est-à-dire lorsque l'on a tout en bas du bassin en avant. Je vous expliquerai pourquoi. L'autre question, c'est est-ce que les vasectomies, donc l'intervention qui consiste à couper les canaux déférents dans un but de contraception définitive chez l'homme, peuvent être à l'origine de la plupart des douleurs des bourses? Alors, vrai carton vert, rouge, faux carton rouge. Et là, c'est le rouge qui domine. C'est donc la raison. Réponse faux. Effectivement, les vasectomies peuvent donner des douleurs au niveau des bourses, mais c'est rare et ce n'est pas la cause la plus fréquente des douleurs au niveau des bourses et du scrotum ou même des testicules. On verra ça aussi tout à l'heure. La chirurgie des hernies inguinales peut provoquer des douleurs des bourses. Là, vert ou rouge? Là, c'est plutôt vert.
C'est plutôt vert. Alors oui, c'est vrai, c'est la deuxième cause des douleurs que l'on peut retrouver au niveau des bourses. Et ça peut se déclencher même tardivement après la chirurgie. On va en discuter aussi. Les douleurs au moment de l'éjaculation sont souvent liées à un problème sur les canaux éjaculateurs, c'est-à-dire les voies qui conduisent les spermatozoïdes aux vésicules séminales, puis à l'extérieur. Alors, vous en pensez quoi? C'est plutôt faux, plutôt vrai? Ah, là, c'est partagé. Là, ça va mériter une explication. Là, je pense effectivement. Ouais. C'est partagé. Parce que effectivement, il y a des patients qui viennent nous voir pour ces douleurs au moment de l'éjaculation, et ce n'est souvent pas lié justement au problème des canaux éjaculateurs. On en discutera aussi. Et enfin, la dernière question, les sciatiques peuvent s'accompagner de brûlures au bout du pénis, au niveau du gland. Alors, vous en pensez quoi? C'est des questions super techniques. Ouais, mais en fait, souvent, les médecins ne font pas le lien, et les patients pas non plus, mais c'est important de savoir si c'est le cas ou pas. Et oui, et là, c'est aussi partagé. Là, on a moitié vert, Ouais, moitié rouge, donc ben, je pense qu'il va falloir une explication aussi. Oui, ben, c'est souvent le cas, en fait. Les gens qui ont des sciatiques et des problèmes au niveau du dos ont des brûlures, des décharges électriques au niveau du gland. Donc, les douleurs pelviennes chroniques peuvent être vraiment de multiples origines. On peut avoir les syndromes de la douleur vésicale, les syndromes de la douleur urétrale. Donc ça va être que des syndromes douloureux qui vont être localisés à un organe. Mais comme on va le voir, le substratum, la cause est vraiment souvent la même, quel que soit l'organe cible. C'est souvent une anomalie physique au niveau des organes qui va entraîner une suractivation du système nerveux et de la douleur, et qui va se pérenniser. Et donc, ça regroupe aussi les syndromes douloureux sexuels, les douleurs vulvaires et douleurs vaginales, ce qu'on appelle en langage technique les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs à la pénétration, au fond du vagin. Ça donne les douleurs d'éjaculation, on en a un peu parlé. Et on a aussi des douleurs pelviennes chroniques après de la chirurgie. Ça, c'est vraiment l'autre cause des douleurs, que ce soit pour les prolapsus, c'est-à-dire la descente d'organes, ou tout ce qui est incontinence. Donc, la chirurgie des bandelettes, par exemple, pour les fuites, ça peut donner des douleurs. Et puis, on peut avoir des douleurs d'origine musculaire, c'est les syndromes douloureux myofasciaux. On a les douleurs au niveau des bourses, on en a parlé. Et puis, on peut avoir les douleurs d'origine viscérale, donc les douleurs anorectales dont on ne parlera pas aujourd'hui, ou les douleurs au niveau de l'intestin irritable qui ont aussi à peu près le même mécanisme. Donc, en fait, normalement, on n'a pas de douleur. Mais pour ne pas avoir de douleur, pour ne pas ressentir ça, il faut qu'il y ait un respect de deux différentes choses. C'est les structures anatomiques, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'irritation, pas d'inflammation. Quand on a une infection au niveau de la prostate aiguë, donc une prostatite avec un germe, eh ben on va avoir mal, des envies fréquentes de faire pipi parce qu'il y a une inflammation. C'est la même chose au niveau du testicule quand on a une infection au niveau du testicule. Ça donne des douleurs par l'inflammation et l'irritation. Pour ne pas avoir de douleur, donc si la structure anatomique est respectée, ben, il ne faut pas aussi qu'il y ait de lésions neurologiques. Donc c'est souvent périphérique, c'est au niveau des nerfs. Par exemple, quand on a fait de la chirurgie, ben, on peut parfois couper des petites branches nerveuses que l'on ne voit pas au moment de la chirurgie. Par exemple, la chirurgie inguinale, de tout ce qui est les hernies, peut donner ce type de lésion. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de lésion centrale, parce qu'il va y avoir une autonomisation des douleurs, et ça donne par exemple les douleurs fantômes des patients chez qui on a enlevé le testicule pour un cancer, par exemple, et qui vont continuer à dire et nous rapporter j'ai des douleurs au niveau du testicule du côté où on me l'a enlevé, mais il ne l'a plus. Donc, c'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Pourquoi on a ces douleurs-là? Tout simplement parce que différents nerfs ont différents territoires et peuvent être lésés lors de
soit de maladies aiguës. Et souvent, on retrouve dans l'histoire de ces douleurs-là un épisode aigu et il y a, entre guillemets, une mauvaise cicatrisation avec une autonomisation de la douleur. Donc, ça peut être un nerf sous-costal. On va toujours poser la question aux patients qui ont des douleurs au niveau du pelvis, savoir s'ils ont des douleurs lombaires. Ça peut être lié au nerf sous-costal, quand c'est certaines cures de hernie. Donc là, c'est ce que vous avez en bleu clair. En violet, vous allez avoir le nerf ilio-hypogastrique qui peut être lésé au moment des cures de hernie. Le nerf ilio-inguinal aussi peut l'être au moment des cures de hernie. Ça va donner des douleurs à l'intérieur de la cuisse. Alors on l'a plus souvent chez les femmes avec les bandelettes sous-urétrales, par exemple. Et puis, on peut avoir d'autres territoires qui peuvent entraîner des douleurs quand ils sont lésés ou trop irrités par une inflammation aiguë. On va parler du syndrome de la douleur vésicale qui est finalement le plus fréquent qu'on rencontre en urologie et qui est vraiment celui pour lequel il y a une errance diagnostique, une méconnaissance en général des urologues, des différents praticiens qui peuvent être amenés à prendre ces patientes, puisqu'on va le voir, c'est souvent des patientes qui ont ce problème-là. Parce qu'on va avoir des douleurs pelviennes à type de pression, d'inconfort, c'est chronique, ça évolue au moins depuis 6 mois, c'est perçu par les patients, ils nous disent c'est au niveau de la vessie, donc en arrière de l'os du pubis, qui est l'os en bas du bassin en avant, et qui s'accompagne souvent d'autres symptômes urinaires. On va faire pipi souvent, ça s'appelle la pollakiurie. Je suis obligé d'y aller toutes les 15 minutes, c'est un enfer, c'est une envie permanente, ça peut brûler, ça simule des symptômes souvent d'infection urinaire. Nous, on va voir ces patientes-là et on leur demande à chaque fois de ramener l'ensemble des prélèvements d'urine qu'elles ont faites, puisque ça touche 9 femmes pour un homme, parce que les hommes aussi peuvent avoir, mais c'est plus rare, ce type de syndrome douloureux. Et ça va nous donner l'idée de syndrome de la douleur vésicale, parce que sur les prélèvements d'urine, on aura rarement des germes, mais souvent la présence de globules blancs dans les urines. Mais ça touche quand même 5% de la population, donc ce n'est pas négligeable. Et parfois, ces douleurs suspubiennes peuvent être vaginales, urétrales, et donc ça n'a pas toujours exactement les mêmes caractéristiques. En tout cas, ce qui est souvent retrouvé en commun, c'est que quand on fait pipi, ça soulage la douleur, mais de façon très temporaire, et elle revient. Ça, c'est l'un des signes majeurs qui va nous faire orienter ce diagnostic. Et comme je vous l'ai dit, le prélèvement d'urine est souvent stérile. Donc, il n'y a pas vraiment de cause démontrée. On suspecte des maladies de la couche qui est au contact des urines, des couches de cellules qui ne sont pas assez bien protégées des urines et qui, du coup, comme les urines sont très acides, vont attaquer les cellules et provoquer ces douleurs-là, cette irritation au niveau des cellules de la vessie et donc mettre en route un système de douleur chronique par irritation. Mais on peut trouver aussi des gens qui ont commencé cette maladie soit par des infections urinaires à répétition, vraies, ou des interventions chirurgicales ou des traumatismes. En tout cas, il y a une inefficacité souvent des antibiotiques. J'ai pris des antibiotiques pendant une semaine, ça a calmé 24-48 heures, puis c'est revenu. Les anti-inflammatoires, les traitements contre la douleur sont peu efficaces en général. Bon, l'examen clinique est normal. On va palper au niveau du vagin pour voir si on peut reproduire cette douleur-là et ça peut nous orienter. On va avoir des traitements chirurgicaux, mais aussi à type diagnostique, c'est-à-dire on va remplir la vessie sous anesthésie générale pour savoir si ça améliore ou pas ces douleurs-là. Et si ça les améliore temporairement, le fait d'avoir distendu la vessie, eh bien, ça va nous orienter vers un syndrome de la douleur vésicale.
Il y a plein de traitements par voie orale qui ont été essayés, dont certains qui ont des autorisations temporaires d'utilisation, mais qui ont une certaine efficacité, qui peuvent vraiment sauver, on va dire, la psychologie de ces patientes, parce que les douleurs chroniques, souvent, ça s'accompagne d'un retentissement psychologique et social important. Ça va être une désociabilisation. Ah, tu vas encore aux toilettes, tu n'es pas à ton poste, au travail. Ça peut être, bah, je n'ose plus sortir, je ne vois plus les amis parce que je passe mon temps à avoir mal. Donc, souvent, on a une certaine pression pour trouver le traitement qui va bien. Et comme je l'explique souvent, ça va être un travail de longue haleine de trouver non seulement le traitement qui convient à chaque patient, parce qu'il n'y a pas qu'un traitement unique pour chaque patient, on peut trouver différentes choses. Donc là, on a vu, il y a des instillations dans la vessie, il y a des traitements par voie orale, mais parfois ça ne suffit pas, et à ce moment-là, on va faire des injections dans la vessie, où on va, comme c'est souvent d'origine neurologique périphérique, on va faire implanter une électrode dans le dos au niveau du sacrum près des nerfs pour les endormir. Ça marche comme par exemple la montre que vous avez. Quand vous utilisez, vous mettez tout le temps la montre à cet endroit-là, quand vous touchez, bah, vous sentez moins que quand on touche au niveau du dos de la main. Et bah, le message sensitif douloureux va être diminué et les patients ne vont plus avoir mal. On peut utiliser d'autres techniques comme l'hypnose pour restructurer les schémas mentaux de ces douleurs-là, l'acupuncture, les massages. Beaucoup de choses ont été essayées et puis parfois, on va arriver à des techniques chirurgicales beaucoup plus importantes. Les injections de toxines botuliques, elles peuvent se faire sous anesthésie locale. On n'est pas obligé d'avoir une anesthésie générale. C'est des traitements qui sont temporaires parce que environ tous les 8 à 15 mois, il faut refaire ces injections dans la vessie pour faire en sorte qu'on coupe le message douloureux parce que l'injection va bloquer une partie de la contraction vésicale. Là, vous avez les exemples d'images d'implantation de traitement de neuromodulation. Donc, il y a une étape de test d'une quinzaine de jours maximum où on va essayer des réglages de stimulation électrique, voir si ça coupe le message douloureux. Si dans ces 15 jours de test, ça marche, on implante un boîtier de type pacemaker, mais qui est compatible avec les IRM et qui n'empêche pas d'avoir des IRM. Et puis, dans le rare cas, en 10 ans maintenant que je suis là, c'est arrivé une seule fois où j'ai été obligé d'enlever une partie de la vessie et de mettre un morceau d'intestin pour couper le message douloureux. On va voir l'autre symptôme dont on a parlé et je vais en finir rapidement. C'est les douleurs au niveau de la prostate. Donc, elles peuvent être épisodiques, persistantes ou récidivantes. En tout cas, on reproduit la douleur quand on fait le toucher rectal et il n'y a pas d'infection prouvée. Là, par contre, pour savoir s'il y a une infection au niveau de la prostate, on va faire deux choses. Le prélèvement de sperme et le mettre en culture, savoir s'il y a une infection. Et puis, la deuxième chose, c'est on ne va pas faire le prélèvement d'urine sur le deuxième jet comme on le fait, mais sur le premier jet. Et donc là, on va avoir le diagnostic. Les syndromes douloureux du testicule, c'est à peu près la même chose. C'est souvent, on n'a pas grand-chose à la palpation du testicule lorsqu'il est en place. En fait, la douleur va être neuropathique, c'est-à-dire c'est une douleur très particulière qui est comme des décharges électriques, comme des fourmillements, comme des coups de poignard. Ce n'est pas une lourdeur, une pesanteur. Ça, si on a ce type de douleur, on va penser à quelque chose d'une anomalie de l'anatomie. Mais vraiment, les brûlures, les décharges électriques, les fourmillements correspondent à une partie neurologique qu'il va falloir qu'on traite pour ces douleurs chroniques. Donc, au total, ce qu'il faut retenir, c'est que on prescrit souvent des traitements symptomatiques parce que, comme vous l'avez vu, on a du mal à traiter la cause. Ça, c'est rare. Parfois, moi, ça m'arrive, c'est 3-4 fois par an, de demander à nos collègues chirurgiens qui ont fait la cure de hernie d'enlever la plaque pour limiter les douleurs au niveau du testicule. Et souvent, ça permet de traiter les choses. Parfois, je vais explorer au niveau des bourses pour voir s'il y a une mauvaise cicatrisation du nerf
qu'il faudra à ce moment-là traiter pour diminuer le risque de persistance de ces douleurs. Mais la chirurgie en soi ne fait pas des miracles. En gros, on dit que dans un tiers des cas, on guérit les patients. Dans un autre tiers, on les améliore, donc ils ne sont pas complètement guéris. Et dans le dernier tiers, parfois, il n'y a pas de changement, ou il peut même parfois y avoir des aggravations de la douleur. Donc le traitement chirurgical, on le garde vraiment en deuxième intention. Et comme je vous le disais, vous avez vu, les nerfs qui vont du dos jusqu'à ces zones-là peuvent être à l'origine de ces douleurs-là. Parfois, l'origine de l'irritation de ces douleurs-là va être vraiment au niveau lombaire. Donc, on n'hésite pas, nous, à regarder au niveau du rachis, savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus haut situé du point de vue neurologique qui pourrait expliquer ces douleurs qui sont dites projetées. Même si la lésion du nerf est très haute, la douleur ressentie par le patient est en bas, est au niveau d'un organe. En tout cas, pour trouver un traitement efficace à ce type de douleur, souvent, il faut essayer plusieurs choses. C'est un long parcours. C'est compliqué pour les patients parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. On ne trouve pas la solution tout de suite, mais on arrive à traiter, je dirais quand même, plus de la moitié des patients. Ils sont guéris ou fortement améliorés et peuvent reprendre une activité physique. En tout cas, la prise en charge est souvent multidisciplinaire. Là, je pense que j'ai fait mes 10 minutes. Je vous parlerai d'autres choses s'il y avait des questions. Il y aura sûrement des questions, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Madame Charrier, je vous laisse prendre le micro. Je rappelle juste que voilà, les questions, on les prendra à la fin. N'hésitez pas à les noter pour ne pas les oublier. Et soit je les poserai, soit je vous tendrai le micro pour les poser. Élodie Charrier, donc vous êtes responsable du Centre régional de traitement de la douleur. Et évidemment, il est intéressant de savoir comment vous abordez ces douleurs si particulières avec vos patients, que les causes soient connues ou inconnues. Je vous laisse la parole. Alors, merci. Donc, effectivement, une fois que on travaille tous en lien, parce qu'on vous l'a expliqué, les intervenants, finalement, l'un sans l'autre, on serait rien dans votre intérêt à vous pour une prise en charge globale. Et donc, on travaille tous ensemble pour finalement essayer de trouver des solutions pour aider dans votre quotidien. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, mais on commence par le fameux quiz. Ah, ça marche pas. Il y a toujours, j'ai l'impression. Mais c'est... Oui, particulier. Pourtant. Mais c'est quand même un peu bizarre. Mais... Oui, pourtant ça apparaît sur l'ordinateur. C'est ça qui est. Oh oui, au moins. C'est le bon, au moins. Ah oui, c'est le bon. Ça marche pas mieux qu'au CHU. Ah, c'est celui d'avant. Bien. Voilà, le quiz. Alors, vous aurez la réponse à la fin, mais je vous laisse... Enfin, la réponse, ouais. Au moins des éléments. Alors, si j'ai mal, c'est que c'est grave. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Là, c'est plutôt faux pour pas mal de gens, mais il y a quand même un peu de vert. En 2021, on peut traiter toutes les douleurs. Il y a beaucoup de rouge. C'est faux. Sinon, j'aurais plus de boulot. On peut avoir mal sans lésion. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, vous êtes tous d'accord, toutes et tous d'accord. Pour vous, c'est plutôt vrai. Si j'ai mal tout le temps, alors je vais prendre des médicaments tout le temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, pour vous, c'est plutôt faux. Et un petit peu vert. C'est plutôt faux. Alors, et ensuite, mon environnement peut avoir des conséquences sur l'intensité de ma douleur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour vous, là, c'est plutôt vrai. C'est pas mal, j'ai rien à dire, en fait. Bon, eh bien, merci d'être venu. Si, on va continuer quand même. On continue? Okay. Ah, si ça marche, mais que d'un côté. Ah, attendez, on va y arriver. Alors, du coup, pour essayer de comprendre, je sors la fameuse
définition de la douleur, mais qui a tout son sens et qui est très importante, qui a été remise au goût du jour très récemment. Et finalement, ça explique pas mal. Avoir une douleur, ça veut dire quoi? Et bien finalement, ça fait appel au sens, parce que c'est une expérience qui va être sensorielle, mais aussi émotionnelle, désagréable, qui va être associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Et il y a des mots qui sont très importants, parce que déjà, on a l'expérience sensorielle, donc ce qui va causer la douleur. Après, on va avoir l'émotion désagréable. Donc là, on fait déjà appel à l'affect et on sent déjà qu'on va avoir une variabilité entre les individus qui va déjà être présente. Associée au ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire, ça veut dire que déjà, on peut comprendre que sur une même cause, on va pouvoir potentiellement ne pas avoir les mêmes effets. Et puis, elle peut être réelle. Donc, on voit quelque chose ou potentiel, ce n'est pas encore visible. D'accord ? Et donc, la douleur, ça va toujours être, en conséquence, une expérience qui va être personnelle, d'accord ? Influencée à divers degrés, à la fois par le corps, le biologique, le psychologique, parce qu'on est globalement tous différents, et social aussi, parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même entourage, on n'a pas tous la même activité professionnelle. Après... Ça, c'est les points importants. Vous pouvez lire, je ne suis pas là pour tout avoir, mais pour tout vous lire. Mais bien que la douleur joue effectivement, généralement, un rôle d'adaptation, elle a aussi des effets négatifs. Et effectivement, c'est toute la différence. La douleur aiguë, elle est là pour vous protéger votre vie. D'accord ? Sans douleur aiguë, on serait tous morts, sans la nociception. Donc ça, c'est un rôle protecteur. D'accord ? Par contre, quand elle dure dans le temps, elle est plus protectrice et donc elle peut effectivement avoir des effets négatifs et souvent on parle de qualité de vie. Donc ça, c'est pour vous expliquer que on est tous pareils. La perception et le contrôle de la douleur, tous ici dans la salle, et nous, on a tous le même fonctionnement, c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose qui va faire mal, d'accord ? C'est ce qui est appelé le stimulus. Donc là, ils prennent l'exemple au niveau de la peau. Par exemple, je me coupe. Ça va créer toute une cascade, pour faire simple, une espèce de soupe inflammatoire. On est tous pareils. Et on va avoir une propagation de cette information, parce qu'il faut que aussi je m'en rende compte d'un point de vue cognitif, mais aussi physiologique. Et puis, ça passe au niveau de la corne postérieure de la moelle, donc dans la colonne vertébrale. Et après, tout ça fait une cascade où il faut bien que ça monte au cerveau et on s'en rend... Enfin, faut... Si je sais où je me suis coupée ou si je me suis coupée au niveau du doigt, c'est parce que j'ai forcément pensé, il y a forcément un relais au niveau cérébral qui sait à l'endroit où je me suis fait mal. Donc, c'est juste pour dire que ça, on est globalement tous fait pareil. Donc, il n'y a pas de variation et variabilité entre nous, on est identiques. Par contre, le phénomène de la douleur, ça va être victime de sa complexité. C'est-à-dire que sur les mécanismes générateurs, on dit plus neurogènes, mais des douleurs neuropathiques. Ça vous a été dit, ça va être brûlure, décharge électrique, fourmillement, une lésion d'un nerf. D'accord ? Je peux avoir aussi une cause psychologique, mais pure, c'est un peu difficile, mais c'est ce qu'on trouve un peu dans l'état de stress post-traumatique, mais on n'est pas là pour détailler. En tous les cas, on peut avoir plusieurs mécanismes générateurs de la douleur. Je tombe, je me casse un os, ou sinon j'ai une appendicite, une inflammation d'un organe profond. Ça, on va à peu près tous être pareils, d'accord ? On va avoir toutes les composantes, et là déjà, on va différer d'un individu à l'autre. C'est ce qui va être les représentations cérébrales, avec la composante, ce qu'on appelle, nous, sensoridiscriminative, émotionnelle ou cognitivo-comportementale. Ça veut dire que déjà, ces paramètres-là, quand on a mal, on ne va pas tous avoir la même émotion, on ne va pas tous avoir la même description. Et ces catégories-là, ces trois-là, elles vont se projeter sur des aires différentes au niveau de notre cerveau. Mais globalement, tout le monde va avoir une composante sensoridiscriminative, tout le monde va avoir sa composante émotionnelle et cognitivo-comportementale. C'est-à-dire sensoridiscriminative, ça veut dire je vais savoir si ça pique, ça brûle, si ça fourmille, c'est ça. La composante émotionnelle, ok, cognitivo-comportementale, eh ben, y a certains qui vont fuir à la douleur, qui vont s'agiter, qui vont crier. Certains vont rester mutiques. Donc là, déjà, on ne va pas s'exprimer pareil. Et pourquoi on ne s'exprime pas pareil à ce niveau-là ? Parce qu'au niveau des modulations, on est tous différents.
On ne va pas tous avoir les mêmes facteurs psychologiques. Hein. Vous savez que dans la population générale, on a tous des traits de personnalité. Et en fonction de ces traits de personnalité-là, on ne va pas vivre la vie de la même manière. On va avoir des gens très optimistes, des gens qui vont être pessimistes, des gens qui vont être suspicieux. Et ça va intervenir dans notre évaluation de la douleur. On n'a pas tous le même environnement. On peut très bien penser que si on a un compagnon ou une compagne aimante, des enfants avec une vie qu'on a choisie, un boulot qui nous plaît, avec une reconnaissance à la fois familiale et professionnelle, ça va être des facteurs probablement plus positifs que si je suis en cours de divorce, mon compagnon globalement m'a trompée et mes enfants sont très malades. On peut facilement le comprendre, mais ça on ne choisit pas, mais ça intervient, n'empêche, dans mon vécu douloureux. Et donc tout ça va influer, et ce qui fait que c'est ces trois paramètres-là qui fait que moi, je vais avoir une douleur. OK ? Et c'est pour vous expliquer que finalement, j'ai ma douleur, et ma douleur, c'est la mienne, et que du coup, comme c'est la mienne, il va falloir que j'ai mes solutions. Ce n'est pas une solution universelle, ça veut dire la solution qui va être là pour essayer de prendre en charge ma douleur à moi, qui peut avoir été initiée par rapport à mon voisin par la même chose, mais comme on est tous différents, ça ne va pas être du tout la même chose. Donc c'est moi ce que je fais dans mon travail tous les jours, c'est qu'on essaye de comprendre votre douleur, d'accord ? Et comment elle s'intègre et comment elle s'est formée. Et on travaille avec la mise en place et le développement de la boîte à outils. Indispensable. Il vous faut une boîte à outils. Cette boîte à outils, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour m'aider à gérer mes douleurs. On a tendance à penser que cette boîte à outils, elle est surtout faite dans les premières années de vie, dans les 20 premières années. Globalement, j'ai ma boîte à outils dans mes 20 premières années, elle me servira toute ma vie. Plus elle est complète, on est d'accord, mieux c'est. Plus je suis armée dans la vie. Et sinon, après, je fais le MacGyver. On est là pour vous aider à faire MacGyver parfois quand on n'a pas beaucoup d'outils. Et qu'est-ce que ça peut être, cette boîte à outils ? Parce que, bien évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai des connaissances, j'ai des retours des patients, mais néanmoins, c'est à vous de choisir et de voir qu'est-ce que j'utilise. Je sais que mon environnement socio-professionnel, avoir un boulot que j'aime avec une reconnaissance professionnelle, pour certains, ça n'a pas de prix. Et c'est important. D'autres vont trouver ça moins important dans leur équilibre. J'ai les médicaments ou les prises en charge médicamenteuses qui sont aussi des aides. Pour quand je suis les gens, mon slogan, c'est le bon médicament, au bon moment, pour les bonnes raisons. D'accord ? Le médicament peut vraiment m'aider. Après, je peux avoir effectivement le soutien psychologique. C'est important. Avoir des douleurs chroniques, c'est de faire le deuil, d'avoir une disparition de ma douleur. C'est apprendre à vivre avec. C'est compliqué. Donc, je peux avoir un soutien psychologique. Je peux avoir ce qu'on appelle, nous, les médecines alternatives complémentaires. Je vous cite l'acupuncture, mais ça peut être la réflexologie plantaire, la musicothérapie, peu importe, c'est ce que vous aimez, c'est la notion de plaisir. L'activité physique adaptée, hyper important, d'autant plus dans les douleurs pelviennes chroniques où finalement on a tendance à penser qu'un organe douloureux, c'est un organe qui se fige. Or, on est vivant et on bouge en permanence. Et quand mon organe profond est figé, j'ai un état douloureux qui est aggravé. Donc, en fait, faire bouger ces organes profonds est un excellent moyen antalgique. En fait, on recrée de la vie à l'intérieur, très important. Donc, l'activité physique, on se sert. Moi, j'incite les patients à faire du pilates, du qigong, toutes ces choses-là qui vont redonner du dynamisme à l'intérieur. On a ce que j'appelle la neuromodulation invasive et non invasive qui vont être la TENS, les petites électrodes. On vous en a parlé tout à l'heure, ce qu'on pouvait mettre au niveau du dos si vous avez suivi. Mais il existe des techniques non médicamenteuses qui peuvent exister. Je vous mets là l'hypnose. Très important. Les programmes d'éducation thérapeutique. Si je ne comprends pas mon état de santé, si je ne comprends pas les cascades qui ont découlé à ce que je suis aujourd'hui et mon état douloureux, comment je peux me servir des bons outils ? Il faut comprendre. Si je ne comprends pas, je ne peux pas mettre en place des choses pour gérer ma douleur. D'accord ? Donc, on a créé des programmes d'éducation thérapeutique qui expliquent ce qu'est la douleur. Donc, c'est en groupe.
Et puis, il y a des ateliers sur, après, relaxation, sommeil, alimentation. En tous les cas, je ne peux pas, moi, prendre en charge ma santé si je ne comprends pas mes douleurs et je ne comprends pas d'où elles viennent. Donc, c'est très important de comprendre. La chirurgie peut parfois aider. Oui, on a besoin du chirurgien. J'ai mis le corps médical parce que c'est important. On a aussi un rôle, nous, pour vous expliquer aussi, savoir aller chercher, parce que même si je suis douloureux chronique, eh ben, je peux quand même avoir une autre pathologie qui se rajoute et un signe d'alerte. Donc, on est là aussi pour surveiller. Et puis, j'ai mis la famille, et puis il y en a d'autres, et puis probablement, j'en ai oublié. Mais voilà ce que je peux avoir globalement dans ma boîte à outils. Voilà ce que je voulais dire. Et là, je vous mets les réponses. Donc, si j'ai mal, c'est que c'est grave, c'est faux. D'accord ? Et parfois, il y a les maladies les plus graves pour lesquelles on n'a absolument aucune douleur. Donc, il n'y a vraiment pas de parallèle. Ou quand la douleur est là, c'est bien trop tard. En 2021, on peut traiter toutes les douleurs. Eh bien non, on essaie de les prendre en charge, ça c'est sûr. Par contre, de là à les faire disparaître, c'est quasiment impossible. Et puis après, sinon, je scie la branche sur laquelle je suis assise, donc je n'ai pas d'intérêt. On peut avoir mal sans lésion. Oui, je vous l'ai expliqué, c'est même dans la définition de la douleur, d'accord ? Même si je vois rien, j'ai une plainte douloureuse. Et il faut chercher ce que ça veut dire. Et souvent, dans les douleurs neuropathiques, je n'ai pas d'examen qui montre ma douleur neuropathique. D'accord ? Donc, la douleur neuropathique, par définition, est très difficile à mettre en lumière par les examens complémentaires. Si j'ai mal tout le temps, je vais prendre des médicaments tout le temps. Non, c'est le principe de la boîte à outils et du travail qu'on fait avec les patients en structure douleur chronique. Et bien évidemment, mon environnement peut avoir des conséquences sur l'intensité de la douleur. Vous l'avez bien compris. Merci beaucoup, Madame Charrier. Bon, en préparant cette conférence, j'ai découvert les termes de médecin de l'organe et de médecin de la douleur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces termes et comment vous travaillez en fait ensemble Tout à l'heure, on disait, vous disiez, on a besoin des chirurgiens. Ça fait partie de la boîte à outils. Mais est-ce que vous, voilà, quelle relation vous avez entre vous et comment vous travaillez ensemble finalement ? En fait, on a les voies d'accès pour un même patient, pour une même pathologie, peuvent différer. Certains arriveront directement par la douleur, certains vont arriver par les chirurgiens, d'autres par un autre endroit. Et en fait, c'est tout l'intérêt d'une structure d'avoir son propre réseau. Et en fait, nous, on fait des staffs entre nous, mais après, c'est la connaissance, le fait d'adresser et le fait d'échanger sur savoir ce que fait l'autre et qu'est-ce que l'autre peut apporter dans la prise en charge du patient que je vois. On serait rien sans les chirurgiens parce que parfois il y a des bonnes indications opératoires et des vrais services rendus pour les patients. Mais parfois ils savent eux que c'est pas la bonne solution, donc ils disent non, j'opère pas. Mais néanmoins c'est frustrant pour le patient en disant j'opère pas, je vous propose pas de solution, rentrez chez vous. Oui. Et alors je rajouterais que c'est pas un hasard si le patient arrive pour la première fois voir le gynécologue ou l'urologue ou le mettre directement le médecin de la douleur. Ça veut dire qu'il y a une demande autour de son organe. Et il a besoin du spécialiste d'organe, que ce soit pour lui expliquer les possibilités chirurgicales ou au contraire qu'on a besoin du spécialiste de la douleur à partir de l'organe. Ce n'est pas un hasard s'il arrive là. Et parfois même, on sait qu'il y a une indication opératoire qui est manifeste, mais sauf qu'on nous demande de travailler en amont sur tout ce que je vous ai expliqué pour favoriser les meilleurs bénéfices post-chirurgie. Donc des fois, on travaille les objectifs en amont d'une intervention où on sait qu'elle a tout son sens. Mais c'est peut-être pas le bon moment, on travaille avec des points en amont. Monsieur Charles, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question-là ? Non, je crois que on tout passe a été dit. au public. Il faut vraiment travailler en collaboration et le rôle est de surtout ne pas méconnaître une cause qui pourrait être traitée de façon évidente. On a parlé des plaques de hernie inguinale. Si les douleurs sont apparues juste après la chirurgie, là, je crois qu'il faut y retourner, voir, après avoir essayé effectivement d'autres traitements, on va dire, moins invasifs que de devoir réopérer. Très bien. Y a-t-il des questions dans le public ? Il y en a une là-bas.
On vous passe le micro. Oui, bonsoir. Je voulais parler de l'orchite. L'orchite. Vous n'en avez pas parlé et effectivement, bon, c'est une expérience que j'ai vécue. Enfin, mon fils, plus que moi, mais enfin, moi, en tant que maman, il y a une dizaine d'années, il était sur Bordeaux et il a été, ça l'a pris dans la nuit, enfin des douleurs mais violentes, très 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 violentes. Hein. Il a été hospitalisé dans une clinique. Moi, je suis foncée de Poitiers à Bordeaux dans la journée et le soir, il est sorti avec du Spasfon. Je peux vous dire que voilà. Ça vous paraît insuffisant, évidemment, ça vous paraît. Ah non, mais voilà quoi. Et après, il est revenu sur Poitiers et puis bon, il a été opéré, etc. Mais bon, ça n'a pas été pris. Attends. Et c'est très, très, très douloureux et apparemment pas suffisamment connu. Alors, oui, effectivement, les inflammations aiguës comme ça du testicule, parfois, c'est difficile de faire le diagnostic de la cause. Donc, ça peut être effectivement une véritable infection ou parfois d'autres choses comme une torsion du testicule. Et si c'est pas pris à temps et de façon correcte, il peut persister des symptômes pendant plusieurs mois avant qu'on doive y retourner, soit chirurgicalement parce que le testicule est non viable, si c'était une torsion qui a été méconnue et négligée, mais ce qui n'est pas toujours facile à voir, parce qu'on n'a pas toujours la chirurgie facile dans ce cas-là et qu'on essaie de faire des échographies. Et puis, l'autre chose, c'est cet épisode aigu peut, même s'il a été bien pris en charge, peut être à l'origine de douleurs chroniques et devoir aboutir à des traitements lourds, parfois, si on n'y arrive pas, comme enlever le testicule. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, madame? Non. Oui. C'est bien de le mettre en lumière, ça, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être par écrit, autrement il y a possibilité. Oui. Bon, alors cette fois-ci, je vais parler des femmes et de l'endométriose, parce que j'ai un fils qui a eu des problèmes et une fille qui a également des problèmes d'endométriose. Elle a 31 ans. Moi, en tant que maman, je culpabilise beaucoup. D'abord, je voudrais, je sais pas, évoquer l'effet, l'hérédité ou pas là-dedans. Et puis, c'est pareil, elle n'a jamais été entendue, elle n'a jamais été, avec des souffrances atroces. Et là, malheureusement, l'intervention est repoussée à cause de la crise sanitaire pour 2022, mais avec une endométriose profonde et des douleurs qui l'empêchent qui sont, voilà quoi. Quand vous dites jamais entendu, ça veut dire quoi? Qu'elle n'a jamais été entendue? C'est normal que la femme souffre, que les règles soient... vous savez, la femme c'est ça quand vous avez la dit douleur. Exactement, oui, c'est ça. D'accord. Et sur Poitiers, hein, mais enfin bon, peu importe. Oui. Voilà. Et oui. Sur l'hérédité... sur les facteurs héréditaires, est-ce que... moi, en tant que maman, j'ai pas été... Parce que moi, effectivement, j'ai eu des règles très peu abondantes, pas douloureuses. Après, je ne sais pas dans la famille, parce qu'autrefois, on ne parlait pas d'endométriose. Hein. Je ne sais pas. Donc, est-ce que je n'ai pas été suffisamment en alerte? Enfin, il y a plein de questions que je me pose, effectivement, par rapport à tout ça. Quoi. Enfin, surtout pour les mamans qui ont des jeunes filles et qui... voilà. Bien sûr. Monsieur Fritel. Oui, alors la part d'hérédité, elle est marginale et il n'y a pas d'application sur la conduite à tenir ou sur le dépistage. On ne sait pas si on peut dépister l'endométriose. On ne sait pas si elle serait dépistable plus tôt. Il y a toujours un regret quand on découvre l'endométriose de qu'est-ce qu'on aurait pu faire, mais qui est un réflexe normal. Hein. Quand on est malade, on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu changer dans sa vie, dans son évolution, etc. Mais il n'y a pas de méthode validée de dépistage et peut-être que plus tôt on ne serait pas capable de s'apercevoir. C'est ce qu'Élodie évoquait sur les douleurs potentielles ou les lésions potentielles d'organes. Il ne faut pas en conclure que c'était visible plus tôt. Il y a tout un travail qui est fait au cours des études médicales maintenant, que ce soit pour les médecins ou pour les sages-femmes,
autour de l'endométriose. Hein, c'est rentré dans le programme de l'internat. Il y a tout le travail qu'on a fait avec l'AHS et le collège sur les recommandations sur la prise en charge de l'endométriose, qui sont maintenant bien diffusées et connues des médecins. Et moi, j'ai l'impression qu'ils y pensent de plus en plus, les médecins. Et puis après, la conclusion, c'est pas normal d'avoir mal. Et puis, l'endométriose est une partie de la question, mais une douleur significative qui vous détruit la vie, ça mérite une prise en charge et qu'on se pose la question, quelle est la cause, quel traitement on peut mettre en œuvre. Ça demande une consultation. C'était une de vos questions tout à l'heure. Toute douleur significative. Alors, comment dire, la douleur, ça isole par rapport aux autres, parce que vous avez... les autres ne peuvent pas mesurer. Ça vous isole parce que vous êtes le seul à le ressentir. C'est pas quelque chose... On ne peut pas montrer un scanner avec une tumeur. On ne peut pas montrer une biopsie. On ne peut pas être légitime. Et comme c'est votre propre expérience, il y a le cap à passer d'aller se plaindre. Et selon votre éducation, ce qu'on vous a appris, etc., vous pouvez avoir du mal à passer ce cap. Et c'est là où le processus est vraiment très individuel. Et donc, il y a la partie individuelle et puis il y a la partie reconnaissance de la douleur chez la femme. Et je ne doute pas que pendant des années, la douleur de règles a été banalisée. Elle a été banalisée en raison de sa fréquence, parce que c'est extrêmement fréquent, et en raison probablement des faibles outils qu'on avait pour la diagnostiquer et la prendre en charge. Et j'espère que c'est en train de changer. Après, c'est compliqué. Je n'ai pas parlé du rôle du soignant dans le cadre de l'accompagnant, enfin de l'entourage dans la douleur chronique. Parce qu'en fait, c'est ce qui marque dans votre discours. En fait, et je l'ai bien mis, j'ai mis ma boîte à outils. C'est-à-dire que vous avez une fleur émotive majeure parce que c'est vos enfants. Mais sauf que ça, il faut l'enlever. Enfin, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais en vrai, c'est avec vos yeux de maman que vous vivez la douleur de vos enfants. Mais en fait, vous n'êtes pas vos enfants parce que je viens de vous expliquer que la douleur, elle est propre à chacun. D'accord ? Et en fait, je peux que remercier les chirurgiens de la discussion parce qu'il n'y avait pas ça avant. Et je remercie parce que c'est pas parce que j'ai une lésion qu'elle explique la douleur. Et ce serait bien trop simple si une chirurgie, si bien qu'elle puisse être faite, puisse faire disparaître tout. Et en fait, à partir du moment où on est dans une sphère complexe, il faut réfléchir. On réfléchit parce qu'on peut toujours perdre. Quand on opère, on a un risque de iatrogénie. J'ouvre, je coupe la peau, il y a des nerfs, j'ai mon vécu douloureux, mon bloc opératoire, l'anesthésie, la déception. Est-ce que finalement, si on m'opère et que je n'ai pas les résultats que j'avais espérés, est-ce que je suis en mesure de faire face à cette déception, une nouvelle déception, d'une deuxième chirurgie? C'est tout ça que ça implique, opérer une douleur sans avoir une évaluation globale. Et on a des bonnes surprises, ça marche bien, c'est pas la question. Mais n'empêche qu'il faut quand même réfléchir et c'est tout le travail qu'on fait ensemble. C'est jamais si facile que ça. Et vous ne pouvez pas vous mettre à la place de vos enfants. Mais vous restez la mère. Mais c'est leur propre solution. En même temps, les perturbateurs endocriniens, c'est dans toutes les maladies telles qu'elles puissent être. Et c'est un vaste sujet. Est-ce que... Je peux répondre que c'est une piste de recherche. Voilà. Oui. Et oui. C'est vrai que... il y avait... Monsieur Charles, vous avez quelque chose à rajouter sur cet aspect-là ou... Non, moi je partage ce qu'a dit Élodie Charrier, le docteur Élodie Charrier sur l'aspect chirurgical. Vous avez vu, on reste très prudent et c'est pour ça que c'est long et c'est déstabilisant pour ces patients qu'on prend en charge pour des douleurs chroniques. Ils aimeraient bien qu'on trouve la solution tout de suite. C'est parce qu'ils ont un vécu douloureux, ils ont vu des tonnes de spécialistes, ils ont alerté leur médecin traitant, mais ça n'a pas toujours été compris, pris en charge. Ça prend du temps, c'est des consultations longues parce que
comme on le souligne tous, c'est une prise en charge qui est globale, holistique, c'est-à-dire on va rechercher les lésions anatomiques, le vécu du patient, l'entourage, qui est très important, le travail, parce que ça peut avoir des conséquences, et on s'adapte en fait, effectivement, à la boîte à outils, comment les gens ressentent les choses et jusqu'où ils sont prêts à aller avec nous, parce qu'il y a certaines thérapeutiques que les patients ne sont pas prêts à entendre, à vouloir faire. Et donc ça, c'est à nous de les accompagner, mais c'est un travail qui reste long. Et ça, moi, souvent, les premières consultations, je leur ai dit, mais on va se voir peut-être 4-5 fois avant qu'on décide du traitement qui va le mieux vous correspondre, parce qu'en une consultation, même si on y passe du temps, même si on essaie d'évaluer les choses globalement, eh ben, on n'a forcément pas tout capté, parce que pendant une consultation, c'était le ressenti du patient à un moment, le ressenti du praticien à ce moment-là et de l'interaction, et on est obligé souvent de se voir à plusieurs reprises pour avoir le bon traitement pour le bon patient. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous l'avez dit, Madame Charrier, on peut traiter la douleur même sans cause identifiée. Parfois, on l'entend, c'est dans la tête, ça, on l'entend souvent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et évidemment, j'imagine que c'est important de déculpabiliser les personnes là-dessus. En même temps, c'est vraiment dans la tête, les centres de la douleur, ils sont vraiment dans la tête. C'est vraiment dans la tête, pour le coup. Mais oui, pour le coup. On dit ça, en fait, on peut rire un peu sur l'expression parce qu'elle n'est pas fausse. Oui, c'est vrai. C'est forcément dans la tête. Exactement. Et les patients disent « je ne suis pas folle ». Non, bien sûr. Alors, il faut croire, c'est-à-dire que la douleur, la souffrance, c'est des termes différents, mais qui n'ont pas la même expression et la même plainte. D'accord ? Quand je dis j'ai mal, c'est-à-dire que je vais avoir une douleur physique où on peut penser qu'elle ne prend pas une place importante dans mon quotidien. La notion de souffrance fait que j'ai une altération majeure de ma qualité de vie, c'est-à-dire que j'ai dépassé largement mon stade de douleur. Elle envahit mon quotidien, elle envahit mes nuits, elle envahit mes journées. D'accord ? Hyper important sur la souffrance. Oui. Et en fait, c'est assez facile de dire mais je trouve rien, ma pauvre dame. Vous êtes probablement anxieuse, un peu dépressive, et ça explique vos douleurs. Oui, mais on vit en même temps dans une société hyper anxieuse, quoi qu'il arrive. Donc on n'arrivera jamais à enlever tous les points d'anxiété. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans la tête, c'est juste qu'il faut que votre corps communique avec votre esprit. À un moment donné, il faut qu'on arrive à faire la liaison entre votre corps et votre douleur qui se passe au niveau de la tête. Donc on recrée de la communication, on essaye de voir et de contextualiser comment ça a commencé, quelle est la représentation, et ça prend un peu de temps, mais on arrive à expliquer et à trouver des choses. Mais en même temps, les voies de la douleur sont dans la tête, donc il ne faut pas se vexer. C'est ça, oui, tout à fait. Il y a une dimension et la douleur, ça en fout. Passer son temps à avoir mal, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un cercle vicieux. Donc, j'ai forcément... Autant on dit quand j'ai une douleur aiguë, j'ai un fond anxieux qui accompagne la douleur aiguë parce que je suis inquiet et je me dis est-ce que je vais mourir de ce truc ou est-ce que ça va m'emmener. Autant quand j'ai une douleur chronique, l'anxiété, elle a fait place à la dépression. C'est mais je vais jamais pouvoir retravailler ou comment je vais faire pour travailler, mais avant je faisais pas ça, comment je vais faire? Et donc en fait, c'est très compliqué. Ça se nourrit en plus, c'est un cercle vicieux, c'est sûr. Donc c'est compliqué, on a besoin de s'aider. C'est pour ça que dans les centres de la douleur, on a des psychologues, on a des équipes, et c'est important aussi de prendre le temps et puis de répéter et puis d'avancer. Je fais jamais de diagnostic tant que j'ai un état anxieux dépressif majeur, parce qu'on peut rien évaluer. On est hyper vigile quand on est très anxieux. Dès qu'il y a un mini truc, paf, on analyse tout de suite. Donc ça n'a pas une grande pertinence. Faut attendre. Et l'éducation thérapeutique dont vous parliez tout à l'heure, c'est chez vous aussi que ça se fait? Alors, c'est chez moi, bien sûr. L'hôpital est à moi. Je ne l'ai pas dit, mais l'hôpital... Centre régional de traitement de la douleur que ça se fait? Non, c'est à la Villa Santé. On a la chance d'avoir la Villa Santé avec le programme. Alors, moi, j'interviens avec ma collègue dans notre programme d'éducation thérapeutique pour le douloureux chronique qu'on a mis en partenariat, mais les ateliers sont à la Villa Santé. D'accord. Et nous, on anime plutôt l'atelier sur la physiopathologie, les traitements, la boîte à outils, voilà.
D'accord. Mais ce n'est pas ma maison. C'est sympa, pourtant c'est grand, hein, c'est chouette. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Même par écrit. Heureusement que vous êtes venu, vous, madame. hein. Je suis désolée, mais bon, je ne voulais pas monopoliser la parole. Par rapport à la boîte à outils, on en entend peu parler. Les cures thermales et l'eau, en général. Je ne sais pas si mes collègues vont répondre. La cure thermale. C'est effectivement important. Il y a les soins qui sont prodigués, mais dans la cure thermale, il y a le contexte qui est aussi important que les soins. C'est-à-dire que je parle avec des gens pour lesquels j'ai l'impression d'être entendue, qui ont un vécu qui peut être somme toute similaire au mien. Donc enfin, je me retrouve dans un environnement où j'ai l'impression que les gens savent de quoi je parle. Très important. Le deuxième point, c'est que j'ai, pendant ce temps-là, 3 semaines, parce que c'est souvent 3 semaines, où je pense qu'à moi. Je pense qu'à moi, je suis sortie de mon contexte familial, je laisse les soucis à la maison, je pars en cure thermale, je reprends souvent des soucis en revenant à la maison. Oui. Mais néanmoins, ça a un apport important des soins. Je me ressens sur mon corps, mes sensations, mon vécu. Je prends enfin soin de moi. Un douloureux chronique, très souvent, il ne sait pas ce que c'est prendre soin de lui. Il pense aux autres avant de penser à lui. D'accord ? Et donc, la cure thermale l'aide à prendre soin de lui, à se poser et à faire des choses pour lui parce qu'il a besoin. Il a besoin de ça. Donc, c'est une arme très importante et on encourage le plus possible aux gens d'éviter de partir en famille ou en couple. Parce que sinon, je ne coupe pas, en fait. Et oui. L'idée, c'est de se recentrer sur soi, vraiment. Eh ben, oui, un peu, c'est ça. Et puis, de s'enlever des tracas. L'idée, c'est pas de repartir sur des conflits ou des choses potentielles. Ça, c'est mon temps à moi. Et je me fais plaisir pendant ces 3 semaines-là, quoi. Et oui. Et ce contexte, en plus des soins, est bénéfique, en fait. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Monsieur Charles ou Monsieur Fritel? Non. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que il faut vraiment apprendre à... on veut toujours soigner la douleur, mais parfois, il faut apprendre à vivre avec, quoi. Et ça doit être très compliqué. Je suis pas du tout d'accord. On apprend sur soi-même. Si votre réponse est apprendre sur soi-même de qu'est-ce qui nous arrive et si c'est ça vivre, oui, mais ça doit être un apprentissage. C'est ça que voulait dire Élodie. Et c'est pas subir. Ce qu'Élodie apprend, c'est la mise en œuvre de techniques pour différer la douleur, l'amoindrir, la mettre de côté, qu'elle vous envahisse pas la vie, qu'elle vous pourrisse pas dans tous les éléments de votre vie, à la fois physiquement, spatialement, temporellement. Mais c'est apprendre à la combattre. D'accord. Et ce n'est pas vivre avec. Alors, on combat pas la douleur. Parce que sinon, on l'accompagne. Parce que si je lutte, en fait, je m'épuise. Et en m'épuisant, j'aggrave ma dépression. D'accord ? C'est ça, déjà. Donc, en fait, il ne faut pas que je lutte contre ma douleur chronique parce que ça ne marche jamais. La douleur chronique finira toujours par gagner. J'accompagne et je m'adapte. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je la comprenne. Comment elle s'est mise en place, comment j'en suis arrivée là. Et donc, j'accompagne, pas de lutte. Parce que ça marche un temps, mais à vrai, ça ne marche jamais sur le long terme. Et je peux faire ça que si je comprends, en fait. Et donc, on a besoin des spécialistes qui vont expliquer, vous avez été opéré, voilà ce qui s'est passé, ou on n'opère pas parce que voilà ce qui se passe. Mais la base, et on est tous pareils, hein, tant qu'on ne comprend pas, on cherche à comprendre. Donc, s'il faut, c'est qu'on essaye de se poser et qu'on essaye. Et des fois, malheureusement, on dit, je sais pas bien. Oui. On aura réfléchi ensemble. C'est vrai, puis ça peut prendre du temps, hein, mais c'est normal. C'est ça. Parce que ce qui nous amène à réfléchir sur la vie des gens, sur comment cette douleur s'est construite, c'est quoi ? C'est qu'on s'est rendu compte que si on opère 2 patients de la même chose, un va être soulagé et l'autre ne va pas l'être. Pourquoi ? Alors qu'anatomiquement, on a fait la même chose. Donc c'est plus complexe qu'une opération. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
dans la salle. Des Oui, questions. monsieur. Oui, tout à l'heure, on a parlé du temps médical qui était nécessairement souvent long pour arriver à un traitement de ces douleurs. Il me semble que ce temps médical justifié est souvent en distorsion avec le temps social, qui est lui beaucoup plus rapide, beaucoup plus exigeant. Notre société est très, très rapide, très exigeante pour ça. Et les structures sociales, je trouve, ont beaucoup de mal à suivre et à s'adapter à cette demande de temps médical. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des ponts entre une influence du milieu médical et ces structures sociales qui restent à travailler, par exemple? Est-ce que ça inspire un de vous? Si on parle structure sociale, on parle quoi? Assistante sociale, l'adaptation du poste de travail. Tout ça, tout cet ensemble de c'est structures ça. sociales du travail, de l'assistance sociale. Effectivement, en douleur chronique, normalement, dans l'idéal, on devrait tous avoir du temps social parce que je vous l'ai dit, il y a des répercussions sur la qualité de vie et dans la qualité de vie, il y a l'activité professionnelle. Et en fait, très souvent, quand j'ai un patient douloureux chronique ou quand je suis patient douloureux chronique, eh ben, je ne peux pas faire mon travail ou pas le même travail. Ou si je ne peux pas faire mon travail, je vais être en invalidité. Si je suis en invalidité, j'ai une perte de revenus. Mais n'empêche que j'ai des charges quand même. Parce que mon assurance maison, elle n'avait pas prévu et il faut que je sois handicapée ou invalide à plus de 80% pour que du coup, l'emprunt et l'assurance se mettent en place. Donc, ce qui fait qu'effectivement, et ça j'entends, si je ne peux pas travailler, j'ai une perte de revenus. Et dans ma perte de revenus, je peux avoir une escalade comme ça, négative. Et on se trouve parfois sur des impasses sociales. C'est vrai. Et nous, en tant que médecins de la douleur, on doit avoir... Parce qu'on n'a pas d'assistante sociale. C'est compliqué encore. Donc, on a des notions comme ça pour essayer d'aiguiller les gens. Et en fait, il y a forcément des répercussions sociales. Si je ne peux pas reprendre mon travail, ou si je le reprends qu'à 50%, ou si je suis en invalidité, eh ben, j'ai moins de revenus. Et donc, souvent, c'est comme ça que l'entourage souffre, parce qu'il suffisait que c'était le plus gros salaire de la maison. Et ben, du coup, j'ai quand même les conséquences financières, et ça aggrave, bien évidemment, ce sentiment aussi de dévalorisation. Hein. 1, je suis douloureux. 2, je fais sombrer ma famille et les revenus. D'accord ? Et c'est compliqué. Donc, selon vous, est-ce que nos structures sociales ont encore un travail à faire dans le cadre de l'accompagnement de ces patients ? Alors, les structures sociales, elles font ce qu'elles peuvent. On est tous surchargés sur les structures sociales. Par contre, où on doit beaucoup travailler, et à mon avis, où il y a encore beaucoup à faire, c'est sur la présence des temps sociaux beaucoup plus importants au sein de l'hôpital ou au sein de ces structures. C'est-à-dire que j'espère qu'un jour, il ne soit pas concevable qu'on puisse avoir un centre de la douleur sans temps social, sans assistante sociale. Ce n'est pas possible, au moins une évaluation sociale. Des papiers mal faits aboutissent à une non prise en charge. Un papier bien fait peut aboutir à une reconnaissance. Et c'est très important, en fait. Parce que souvent, quand même, les gens qui sont le plus impactés sur ces douleurs chroniques sont des travailleurs avec un... Dans la société, c'est plutôt les classes moyennes faibles ou les classes faibles. Et par conséquent, c'est des gens qui vont être moins bons pour remplir les dossiers, qui vont savoir moins où aller chercher les informations. Et donc, effectivement, ça crée aussi des grosses disparités. Et c'est important, mais peut-être un jour ça viendra, je ne sais pas. Mais c'est important qu'on travaille ensemble, ou en tous les cas, on doit, nous, avoir ces notions-là. Et on paie aussi la pénurie des possibilités d'adaptation des postes de travail avec le manque de médecins du travail, d'ergothérapeutes, parce que parfois, ça peut être des choses simples. Hein. Par exemple, dans les névralgies pudendales, dont on n'a pas parlé, donc le fait de, quand on est assis sur un plan dur, d'avoir mal, etc. Ça peut être des adaptations simples du poste de travail, ça peut être avoir des bureaux
qui vous permet de travailler debout une partie de la journée, puis après vous asseoir, mais avec un siège adapté. Donc, il y a beaucoup de solutions, en fait. Les médecins ont des solutions. Le souci, comme l'a dit le docteur Charrier, c'est vraiment la mise en œuvre et nous, les moyens que l'on nous donne pour pouvoir les mettre en œuvre. Parce que, comme on l'a dit, c'est des consultations longues, ça prend du temps. Et de ce fait, on est engorgé. On a des délais de consultation qui sont très longs parce qu'on ne peut pas régler un problème chronique douloureux qui a navigué entre plusieurs personnes spécialistes dans toute la région en une demi-heure. Il faut vraiment reprendre l'histoire. C'est pour ça que ça prend du temps. On teste, on essaie, on voit si ça marche. Si ça ne marche pas, on teste autre chose. Donc, c'est long, c'est chronophage et on paie aussi la pénurie du manque de médecins de la douleur formés. Tous les centres de la douleur ne sont pas identiques. C'est pour ça qu'au CHU, c'est un centre régional de la douleur référent pour l'ensemble de l'ancienne région Poitou-Charentes. Et on a des difficultés à trouver un médecin du travail correspondant qui puisse vraiment aller sur place avec un ergothérapeute ou un ergothérapeute qui fait un rapport sur le poste de travail pour pouvoir l'adapter avant d'envisager un reclassement, un changement de poste ou la mise en inaptitude. Et ça, c'est compliqué. Après, juste pour amener à réfléchir, il faut savoir que dans les grosses boîtes, le médecin du travail est salarié de la boîte. Ce qui fait qu'il y a des réponses plus rapides aussi, des réponses plus adaptées. Mais non, mais s'il ne fait pas ce que dit le patron, il se fait virer en vrai. D'accord. À partir du moment où je suis payée par le même patron que les ouvriers, dans quelle mesure j'ai du poids d'adapter et d'aller à l'encontre de la chaîne de travail, de la rotation du poste? J'ai quel poids? D'accord. Quelle indépendance j'ai par rapport à l'employeur? Oui, ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on arrête. Je crois qu'on va arrêter, alors. Merci beaucoup. Merci, Dr Charles, merci, Dr Charrier, et merci, Dr Fritel, d'avoir répondu aux questions. Et merci à vous d'être venus. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Si, je pense que les médecins présents seront d'accord pour répondre à 2-3 questions. Voilà, s'il y a là encore, après la réunion, quelques questions complémentaires. Moi, je vous remercie encore une fois.